Le livre en cours s'intitule Principes de physique occulte, les microbes de l'astral et a été publié en 1895. Dans cette première partie audio, l'auteur aborde plusieurs sujets. Il critique la science officielle qui refuse d'étudier l'âme ou même d'admettre son existence, en raison de sa nature positive et de son besoin de preuves tangibles. Selon l'auteur, cela limite la médecine à une simple collection d'observations et de procédés, l'exposant ainsi au matérialisme étroit et au mysticisme vague. L'auteur soutient l'occultisme comme une forme de science qui repose sur les mêmes principes que les mathématiques, offrant une méthode logique et précise. Il propose de renoncer à l'empirisme incertain de la physiologie pour étudier la physique organique. L'auteur compare le corps humain à une pile voltaïque, affirmant que le corps est le substratum des phénomènes physiologiques, mais qu'il existe autre chose en l'homme que sa machine corporelle. L'auteur suggère d'étudier les phénomènes dits physiologiques dans le milieu astral qui pénètrent le corps humain, plutôt que dans le corps lui-même. Cette idée n'est pas nouvelle et remonte à Paracelsi, qui considérait le corps astral comme essentiel pour la guérison. L'étude cherche à donner une explication scientifique de la naissance de l'âme en tant que centre de force, indépendamment de considérations philosophiques ou religieuses. L'auteur propose des hypothèses à vérifier pour édifier une théorie a priori du mécanisme de la formation de l'âme. Il mentionne le phénomène de la foudre globulaire ou de l'éclair en boule, qui intrigue la science électrique moderne par sa rareté et son apparence étrange. Dans la première partie audio du livre actuel, l'auteur critique la science officielle et défend l'occultisme comme une forme de science basée sur des principes mathématiques. Il propose d'étudier les phénomènes physiologiques dans le milieu astral plutôt que dans le corps physique lui-même. L'auteur émet des hypothèses sur la formation de l'âme et mentionne le phénomène de la foudre globulaire. Le texte présente une série de réflexions et d'hypothèses sur le phénomène des éclairs en boule ou foudre globulaire. Il aborde également des analogies avec d'autres phénomènes naturels tels que la congélation de l'eau en surfusion et la formation des nébuleuses. L'auteur émet l'idée que la foudre globulaire résulte d'un accroissement de mouvement des molécules plutôt que d'une condensation de matière. Il suggère que la solidité de la foudre globulaire est une illusion tactile due à la viscosité du champ électrique. L'auteur établit également un lien entre la formation de la foudre globulaire et la formation de l'âme, affirmant que les mêmes lois régissent leur apparition. Il mentionne des expériences récentes qui indiquent que le pôle positif a un effet dispersant tandis que le pôle négatif a un effet de concentration. Enfin, l'auteur souligne que ces théories doivent être vérifiées et que des expériences sont en cours pour les étudier plus en profondeur. Cette synthèse aborde différents aspects liés à la formation de l'âme et à la comparaison entre l'éclair en boule et l'aéroencéphalogramme. L'auteur évoque l'effet de l'électricité dans la formation de l'âme et propose une hypothèse selon laquelle un champ électrique pourrait uniformiser un point dans un milieu, attirant les molécules environnantes vers ce point et créant ainsi une raréfaction de la masse. L'auteur souligne également l'importance de la cohésion et de l'affinité chimique ou mécanique des éléments constitutifs de l'aéroencéphalogramme. La comparaison entre l'éclair en boule et l'aéroencéphalogramme met en évidence des similitudes dans la formation de ces phénomènes. Dans les deux cas, il existe une matière à l'état gazeux ou radiant et une force inconnue qui agit de manière similaire à l'électromagnétisme ou à la chaleur-lumière. L'auteur explique que l'éclair en boule se forme dans un champ électrique uniforme et visqueux autour d'un point à potentiel légèrement supérieur au milieu ambiant, tandis que l'aéroencéphalogramme se forme dans un champ de potentiel avec un point de formation à faible quantité négative par rapport à l'environnement. L'auteur souligne également que les molécules constitutives de l'aéroencéphalogramme ont un mouvement plus lent et une température plus basse que les molécules environnantes. L'auteur fait référence aux travaux de scientifiques tels que Becquerel et W. Crookes sur la phosphorescence et la matière radiante, et souligne l'importance de ces découvertes pour la compréhension de certains phénomènes psychiques. L'auteur explique que les molécules de l'aéroencéphalogramme, en raison de leur vitesse plus lente, sont moins lumineuses et moins visibles que les molécules environnantes. L'auteur conclut en expliquant que l'éclair en boule et l'aéroencéphalogramme sont tous deux soumis à des équilibres de plus en plus instables, en raison de l'accentuation de la différence des polarités et de l'augmentation de la température et de la pression, ce qui peut conduire à la dissociation des molécules constitutives de l'éclair en boule, et à un équilibre plus stable pour l'aéroencéphalogramme. En résumé, cette synthèse explore la formation de l'âme et établit des parallèles entre l'éclair en boule et l'aéroencéphalogramme, en mettant en évidence leurs similitudes dans la formation et les caractéristiques des phénomènes. Les informations mentionnées font référence à des déductions strictement basées sur une méthode logique et des faits et lois connus. Les chercheurs Elisha Levy et les sœurs Edward Bulwer-Lytton ont particulièrement étudié cette question. Selon eux, il existe des êtres puissants mais incomplets,
généralement invisibles mais pouvant apparaître dans certaines conditions. On les appelle les élémentales, des embryons d'animaux ou d'êtres humains qui diffèrent des âmes animales en étant soumis aux forces physiques et dépourvus de raison, d'affectivité et de volonté. Les élémentales cherchent à vivre physiquement à travers des corps, tels que des cadavres humains ou animaux récemment décédés, des fluides corporels, ou des corps vivants dont l'âme est momentanément absente. Ces élémentales sont composés d'un corps astral et d'une âme, qui agit comme un centre de force et peut être considéré comme possédant un esprit, une pensée dirigée par les vibrations du centre de force. Les esprits rudimentaires des élémentales peuvent influencer les cerveaux animaux et humains par induction. Par exemple, une pensée de suicide émise par un élémentalan peut induire des pensées suicidaires chez les individus. Cependant, l'intensité de cette influence varie en fonction de la vigueur mentale et morale de chaque personne. Les personnes souffrant de troubles physiologiques, tels que des affaiblissements physiques, moraux ou intellectuels, sont plus susceptibles d'être influencées par les élémentales. Il est donc dangereux pour ceux qui ne sont pas immunisés contre cette influence de fréquenter des lieux où des personnes contaminées se trouvent ou de s'engager dans des expériences favorisant l'intrusion des élémentales. Lorsque les élémentales s'approchent, une terreur paralyse les individus, provoquant des symptômes physiques et psychologiques intenses. Ils peuvent ressentir des attouchements, une sensation d'aspiration de leur vie, une coagulation du sang, une confusion mentale, des hallucinations, des formes cauchemardesques, etc. La possession par les élémentales peut être combattue par une augmentation de la vigueur physique, morale et intellectuelle. Si l'individu possédé ne dispose pas d'assez d'énergie pour se débarrasser lui-même du parasite, l'action d'un tiers peut être efficace. Cet exorciste doit avoir une grande rigueur morale et intellectuelle ainsi qu'une capacité d'extériorisation permettant de pénétrer dans l'aéro et la somme du possédé pour arracher le parasite. Une autre méthode consiste à fixer l'élémentalan par le sang, puis à le détruire par une pointe ou tout autre moyen approprié. En conclusion, les élémentales sont des entités puissantes et incomplètes, capables d'influencer et de parasiter les êtres vivants. Leur présence peut provoquer des symptômes intenses et une terreur paralysante. La lutte contre leur influence nécessite une augmentation de la vigueur physique, morale et intellect. Différents aspects ésotériques et philosophiques, évoquant des éléments tels que le mystère de la vie et de la mort, la personnification du mal, la lumière qui émerge des ténèbres et la création future. Les élémentales, les décrivant comme des êtres incomplets mais puissants. Il explique leur formation et leur visibilité par incandescence à la surface. Les élémentales sont décrits comme étant très plastiques, prenant souvent la forme d'anneaux tourbillons, et ils sont également caractérisés par leur résistance aux obstacles. Enfin, le texte mentionne la présence de 2 anneaux tourbillons projetés hors de la boîte, décrivant leur comportement et leur rapprochement progressif. Il est important de noter que certaines parties du texte peuvent sembler confuses ou ambiguës, et il est difficile de saisir un sens clair et cohérent dans l'ensemble. La synthèse que j'ai fournie tente de capturer les principaux sujets abordés, mais il est possible que des détails aient été omis ou mal interprétés en raison de la complexité et de la nature fragmentaire du texte d'origine. Dans des proportions énormes, le 2e anneau se contracte, s'épaissit et précipite sa course, si bien qu'il finit par passer à travers le premier, comme une balle traversant un cerceau. S'il ne s'attire pas ou ne se fusionne pas en un tout homogène malgré les mouvements inverses des molécules des bords externes de l'anneau central et des molécules des bords internes de l'anneau extérieur, c'est vraisemblablement parce que la différence de vitesse est trop considérable. Le 2e anneau projeté se retrouve alors devant le premier, sorti de la boîte, mais grâce à leur élasticité, ils reprennent rapidement leur position initiale. En continuant à progresser dans le même sens et sur le même axe, suivant la même loi qui tend à les rapprocher, les mêmes phénomènes se reproduisent inévitablement. Le 2e anneau, qui était passé en premier, ralentit, s'amincit, s'élargit, et le premier se contracte, s'épaissit, se précipite à travers l'ouverture agrandie du second et reprend sa place. Ensuite, le 2e redevient le premier, et ainsi de suite, tant qu'ils ont encore un peu de force vive. Cette manipulation rappelle un peu le jeu de saut de mouton. Elle est très curieuse, mais on peut en tirer des instructions d'une importance capitale. Si nous représentons plusieurs anneaux tourbillonnant dans des positions successives, 2 par 2, comme il vient d'être décrit, et que nous relions les bords externes supérieurs et inférieurs de tous ces anneaux par une ligne, cette ligne sera une double sinusoïde, semblable à celle qui représente la propagation des forces ondulatoires dans la théorie de Fresnel. Elle rappelle également la succession des vents très dénudés d'une corde vibrante, la file des gouttes grosses et petites qui tombent les unes après les autres dans une veine liquide, etc. Bien que,
telle qu'elle est en l'absence d'un calcul détaillé, ces rapprochements ne prouvent pas grand-chose, il nous a semblé utile de les faire, car ils laissent entrevoir la possibilité de trouver un jour la loi unique qui régit les transformations des corps en progression. Ils permettent de soupçonner une relation étroite entre la théorie de la rémission et celle des ondulations, entre l'hypothèse de la matière radiante et celle des rayons cathodiques. En effet, dans les expériences de Crookes, de Tesla et de Leonard, les atomes physiques, les plus petites particules de la matière, de l'air raréfié au gaz, se réunissent sous l'apostrophe, et fait de l'électricité en atomes mécaniques, comme les anneaux tourbillonnants de Helmholtz. Rien n'empêcherait de considérer la file de ces anneaux comme un véritable rayon ondulatoire capable de se transmettre aux molécules, aux atomes, aux particules de l'air ambiant, soit par convection à travers les molécules contenues dans le tube à vide, soit par vibration mécanique de ce dernier, soit par la réunion des deux causes. Supposons qu'une vibration, quelle qu'elle soit, ou toute autre cause, soit donnée à un élément talent, l'équivalent d'un esprit, prenant la forme plus ou moins grossière d'une tête de bouc, puis qu'il reçoive l'impression d'une tête d'homme. Il conservera des traces profondes des deux actions et un diable sera créé, portant une tête mi-humaine mi-animale, avec les cornes redoutables qui sont un signe distinctif des compagnons de Satan, le réprouvé. Il ne fait aucun doute qu'une personne au cerveau faible, ayant l'occasion de voir cet élément talent, soit persuadée d'avoir aperçu un citoyen de l'enfer éternel. En réalité, cet élément appartient aux mondes inférieurs, un fait rare, et son action sur un cerveau faible est loin d'être négligeable. Fortement polarisé par une vibration de nature malveillante, l'élément talent ne peut produire qu'une action mauvaise sur une personne en état de réceptivité, en raison de sa faiblesse et de la réaction induite par le cerveau. Le cerveau induit produit une pensée similaire, dont les vibrations viennent renforcer la polarisation de l'élément mental. En revanche, un cerveau sain et vigoureux, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, ne subira pas ou très peu l'induction de l'élément mental. Il pourra même lui imprimer une polarisation nouvelle, un rythme vibratoire différent de celui qui l'animait jusqu'alors, et par cette influence, lui donner une forme en accord avec la nature de ses pensées puissantes. Cependant, il est à remarquer qu'en raison de leur état subanimal, les élémentales ne peuvent guère avoir d'affinité avec un individu de grande moralité et intellectuellement élevé. Ils subiront rarement leur influence, et celle-ci sera le plus souvent pernicieuse, voire mortelle. En effet, l'intelligence est une force active qui se dirige où elle veut, comme elle veut, quand elle veut, et elle communique son activité à tout ce qu'elle aborde. Or, les élémentales sont polarisées de manière trop passive pour ne pas souffrir des vibrations émises de manière active. De même, entre deux corps électrisés à des tensions très différentes, il ne peut se produire qu'une décharge disruptive et destructrice. Mais si l'âme humaine présente une certaine passivité, une absence de moralité, d'intelligence, de volonté ou de raison, cette passivité réalisée est positive par rapport à la passivité potentielle des élémentales, les vibrations émanant de l'élément mental peuvent être considérées comme appartenant au même ordre de grandeur, et il y a une attraction entre les deux, à la manière de l'héraldique. L'élément talent peut alors se voir une augmentation de force aux dépens de l'homme, et ces nouvelles forces se traduiront soit par une accélération de son rythme vibratoire, soit par une modification de sa forme. Quant aux forces physiques ambiantes, elles agissent aisément sur les élémentales, car elles sont la source même de leur vie normale. L'électricité, la chaleur, la lumière, le son, le magnétisme les font vivre. Cependant, ces entités rudimentaires semblent souffrir d'une action trop intense, et il a été remarqué que les expériences de spiritisme réussissent mieux dans l'obscurité ou la demi-obscurité, avec une température modérée, 20 à 25 degrés Celsius. C'est dans une salle silencieuse ou avec une musique douce, lente et mélodique telle que celle de l'harmonium ou du violoncelle, et avec une tension électrique proche de celle qui permet d'obtenir des effluves, mais pas d'étincelles. À ces conditions, on peut ajouter la projection de vapeurs dansantes, comme celle de l'éther, qui constitue un milieu propice à la formation des halos, etc. Cependant, il faut éviter de procéder par temps humide, car l'eau est un excellent solvant pour les gaz en général, et donc pour les halos, etc. Nous étudierons plus loin les conditions d'expérimentation les plus favorables.